c'est une excellente occasion parce que ça nous permet de parler d'économie un peu loin des polémiques politiciennes dont le pays devient très vendu. Et malheureusement, je voudrais aussi espérer que cette occasion soit une occasion pour parler vraiment d'économie et rien que de l'économie et laisser les autres questions dehors. Parce que malheureusement, une parenthèse très rapide, je remarque avec beaucoup de peine souvent que beaucoup d'économistes perdent leur économie et se mettent à faire de la lecture et de l'analyse économique avec des prismes politiques, rien que politiques et politiciens, et c'est dommage, parce que la profession économique est suffisamment développée dans ce pays pour pouvoir mériter sa place dans le débat démocratie démocratique. Je ferme la parenthèse. Monsieur le Président, vous vous mettez dans une situation difficile parce que c'est l'heure du repas. Et parler de la politique monétaire à l'heure du repas n'est pas nécessairement très digérable et digeste. Je vais faire de mon mieux pour ne pas vous ennuyer. Et j'ai voulu vraiment prendre cette occasion pour parler de façon assez développée de la question de la politique monétaire et de son efficacité, qui est un sujet, comme l'a dit Hakim tout à l'heure, et d'importance et pendant la période de la Révolution, mais dans la période future. Donc je vais essayer d'aller plus vite que ce que j'aurais voulu l'être, et peut-être si on avait l'occasion de le discuter, on pourra revenir à certains points. Rapidement, je voudrais rappeler les objectifs de la politique monétaire dans une situation de transition. Je ferai en deuxième lieu un bref aperçu très rapide sur ce qu'a été la politique monétaire en fait et les circonstances dans lesquelles cette politique monétaire a été définie et appliquée. Et finalement, parler de la question de l'efficacité de la politique monétaire du point de vue son impact sur les agrégats économiques importants. Les objectifs de l'Europe, rapidement, la loi sur la banque et organisant, créant et organisant la banque centrale, telle que modifiée, prévoit et dit clairement que la mission principale de la banque centrale, c'est de préserver la stabilité des prix. Donc l'objectif fondamental de la politique monétaire, c'est la préservation de la stabilité des prix. Cependant, un deuxième rôle, qui n'est pas moins important de la Banque centrale, est de préserver la stabilité et la sécurité du système financier. C'est important de se rappeler de cela parce que, en fait, et nous avons appris, suite aux crises successives financières, que la politique monétaire n'est pas sans impact et sans implication pour la stabilité du système financier, et ainsi la politique monétaire doit prendre en considération la stabilité du système financier et par là même, si vous voulez, s'intéresser à la question de la croissance et la question de l'impact sur l'économie réelle. Cette gestion de la politique monétaire et son impact sur le cycle économique, c'est quelque chose en lui-même assez difficile, mais qui est d'autant plus difficile, serait d'autant plus difficile en Tunisie, étant donné les difficultés que nous avons à identifier les cycles économiques, parce que les cycles économiques ne sont pas évidents, et de connaître les canaux de transmission de la politique monétaire, de le bien comprendre, identifier et les gérer sur la croissance. Néanmoins, il est évident que dans les situations extrêmes de perturbations économiques majeures telles que ce qui a eu lieu l'année dernière pendant la Révolution, on ne peut pas ignorer l'impact de la politique monétaire sur l'économie réelle, et donc, par même, la politique monétaire est obligée de prendre en considération l'impact sur la croissance, sur l'économie réelle, et de par là même son impact sur le système financier de façon évidente. Donc, gardons ceci un peu en background, si vous voulez. Je voudrais un peu très rapidement présenter ce qu'a été
la politique monétaire et comment elle a été gérée pendant cette période. Je pense que le mieux que l'on puisse faire, c'est de la présenter comme étant une politique monétaire qui s'est réalisée en 3 phases, parce qu'il y a des changements significatifs dans la politique monétaire au fur et à mesure que le temps passait depuis la Révolution, et la politique monétaire à chaque fois a dû s'adapter aux conditions et aux développements qui ont eu lieu. Et je pense que ces 3 phases sont à peu près semestrielles. Chacune, c'est la première phase donc, de janvier à juin 2011, ensuite la deuxième phase, la deuxième moitié de l'année 2011, et la troisième depuis la fin de 2011. La première phase, donc après la Révolution, donc après janvier, qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, le premier choc immédiat de la Révolution, c'était un choc double du point de vue de l'offre et un choc du point de vue de la demande. Les deux. Pourquoi les deux? Parce que du point de vue de l'offre, c'est évident qu'un certain nombre d'activités ont eu à subir les effets des perturbations de sécurité sociale, etc. Et donc un certain nombre d'entreprises ont été bloquées, fermées, leur activité interrompue, etc. Et du point de vue de la demande aussi, que ce soit du point de vue consommation ou investissement, les opérateurs économiques s'étaient mis en période de réserve, d'attente, et donc contraction de la demande des consommateurs et arrêt de l'activité d'investissement. Donc c'est un choc de demande en même temps. Et donc cela laissait entrevoir une chute brutale de la production, un effondrement de la production et de la croissance, donc c'est ce qu'on va voir. Et parallèlement, étant donné que l'activité économique a entraîné une chute des exportations, et en même temps il y a eu un arrêt des flux d'investissement direct étranger, de financement étranger, les avoirs de devises ont commencé à chuter. Cela bien sûr a eu un effet sur la liquidité comme on vient de le voir, et en même temps nous avons commencé à voir les possibilités d'une déflation, de la baisse des prix, je vais y revenir, et une fuite vers la liquidité qui sont les chocs initiaux majeurs pendant cette période des premiers mois de la période de la Révolution. Je voudrais illustrer cela tout à l'heure de façon plus précise, mais donc cela veut dire que pendant cette période, les objectifs de la politique monétaire étaient tout d'abord s'assurer que le système, et de l'action de la Banque centrale, ce n'est pas la politique monétaire seulement, s'assurer que le système de paiement continue à fonctionner, extrêmement important, que le système bancaire et le système de paiement continue à fonctionner, parer au risque de crise de liquidité majeure qui aurait pu déboucher sur une crise bancaire, parce qu'il y avait un risque latent de crise bancaire sérieux qui était envisageable, et il y aurait un risque d'arrêt de l'activité de crédit, et cela aurait pu entraîner donc une situation de déflation économique majeure. Donc c'est ça l'objectif, c'est d'éviter une crise bancaire et une crise économique majeure pendant les premiers mois de l'année. Donc je voudrais développer un peu ces points de façon rapide. Comme vous le voyez ici, la croissance a chuté brutalement, donc la production pendant le premier trimestre. Vous vous rappelez qu'on a fini le trimestre avec moins 3,7% de croissance pendant ce trimestre. Et on le voyait déjà en janvier, février, avec les données mensuelles que je n'ai pas le temps de développer, que ce soit la production industrielle ou la production de différentes activités. Donc ça, c'était évident. Nous avons vu une fuite vers la liquidité majeure, donc un problème majeur de fuite vers la liquidité. Vous voyez, le volume des billets et de la monnaie en circulation en janvier a augmenté de façon vertigineuse. Il y avait à peu près 700 millions de dinars de ressources qui sont sortis du système bancaire et qui ont été transférés en billets et monnaie en circulation chez les citoyens. Donc, c'est-à-dire que les citoyens voulaient de la liquidité, n'avaient pas confiance dans le système bancaire. Enfin, il y avait des risques qu'on n'ait pas de confiance. Donc, oui. Malheureusement que cette fuite vers la liquidité n'a pas duré longtemps. À partir de février, on est revenu à la situation financière. C'était extrêmement important que comment gérer cette situation-là pour que cette faute à la liquidité ne continue pas, parce que si ça avait continué, on aurait pu avoir des situations extrêmement graves. Donc c'est extrêmement important de voir que cela a pu se stabiliser assez rapidement.
Cette fuite vers la liquidité, on le voit par la baisse majeure des dépôts à terme. Donc, le système bancaire, les gens soit ont retiré l'argent des comptes à terme en acquérant des billets en circulation, soit en les mettant en compte à vue. Donc, on se fuite vers la liquidité, donc l'abandon des comptes à terme et l'acquisition d'actifs beaucoup plus liquides. Nous avons aussi des pertes de liquidité importantes qui proviennent de la baisse des réserves en devises, parce que la baisse des réserves en devises extrêmement, qui a commencé lentement mais qui s'est aggravée à partir du mois de mars, février, mars, et donc on a une baisse importante vers le mois d'avril comparé au début de l'année. Cela veut dire qu'il y a une sortie de liquidité, et donc les facteurs de liquidité du système bancaire est en train de pomper la liquidité du système, donc il y a un problème de liquidité sérieux qui est en train d'avoir lieu. Et on le voit ici, la synthèse de tout ça, on le voit ici, comment tous ces facteurs se sont transformés en des ponctions majeures sur les facteurs, ce qu'on appelle les facteurs autonomes de liquidité du secteur bancaire. Donc vous voyez, à partir de janvier, février, mars, avril, donc le vert, c'est les actifs nets à l'étranger qui sont la source essentielle de ponction de liquidité. Ce qui est bleu, c'est les billets en monnaie en circulation qui sont en train de sortir des banques vers les ménages. Et cela continue jusqu'au mois de juin avec des ponctions importantes. Donc le système bancaire était en situation très très sérieuse d'assèchement de liquidité. Et donc c'est là où on avait la crainte d'entrer dans un credit crunch et donc éventuellement une crise bancaire aurait pu en découler. Vous voyez ici la déflation. Vous voyez le mois de janvier et février, on a une situation où les prix étaient en train de baisser. Ce n'est pas un ralentissement de l'inflation, c'est une baisse des prix. Donc une inflation négative d'un mois à l'autre. Donc c'est extrêmement important. Et heureusement, cela s'est retourné à partir du mois de mars, qu'on a vu cela s'arrêter. Alors, comment a réagi la politique monétaire? Essentiellement de permettre aux banques d'avoir le maximum de liquidité possible. Donc, première chose, les réserves obligatoires ont été réduites presque à zéro, de 12,5% à 2%, donc c'est pour mettre une bouffée d'oxygène pour les banques pour avoir la liquidité immédiate, donc qui devenait disponible pour les banques. Et ensuite, en plus de la baisse des réserves obligatoires, la fourniture de liquidité à la demande, essentiellement, les banques pouvaient obtenir toute la liquidité qui était demandée. Et vous voyez l'augmentation de plus en plus importante, surtout à partir du mois d'avril et du mois de mai, de la liquidité par les appels d'offres ou bien par des opérations de free market qui avaient lieu. Donc ça, c'était l'objectif essentiel, c'était la résolution, faire face aux problèmes de liquidité et permettre aux banques d'avoir la liquidité. Donc on voit les effets immédiats sur les variables monétaires. Donc le taux de marché monétaire qui a commencé à faire un pic important au début de l'année avec la révolution a pu être stabilisé progressivement et s'aligner sur le taux directeur de la Banque centrale qui était de 4,5. Donc vous avez le taux de marché monétaire auquel les banques échangent de la liquidité entre elles a pu être maîtrisé et revenir vers le taux d'intervention de la Banque centrale. Et vous voyez la tension sur la liquidité, on la voit lorsque le taux de marché monétaire a commencé à diverger du taux d'intervention de la Banque centrale de façon sérieuse, mais cela appuyé par les interventions et la fourniture de liquidité à le gérer. Et nous commençons à voir cela aussi, comment les banques ont continué, malgré cette tension sur la liquidité, à accorder des crédits. Et donc, pendant cette période, nous avons continué à voir le crédit bancaire continuer à augmenter, croître positivement, donc, contrairement au risque qu'on avait dans le crunch qui aurait pu voir le volume de crédit baisser de façon dramatique, mais on a réussi à s'assurer que les banques continuaient à fournir le crédit et donc à financer les entreprises et l'économie. Et bien sûr, la masse monétaire continue à augmenter, mais à un rythme plus faible étant donné la perte de devises étrangères. Remarquez une remarque en passant sur les devises de la politique de taux de change. Il y a une approche qui a été adoptée, c'est de maintenir la stabilité du taux de change comme étant un facteur de stabilisation des anticipations. L'objectif, c'était de
d'assurer le maximum de confiance auprès des opérateurs que la situation financière était maîtrisée et qu'il n'y avait pas besoin de craindre une chute brutale du taux de change parce qu'on aurait pu voir une chute brutale. Donc on a accepté de voir les réserves de change baisser de façon importante, mais de garder une certaine stabilité de taux de change. Bien sûr, cela a une implication sur la politique monétaire qui doit compenser la perte des réserves de change. Donc, ça, c'est la première phase, donc le premier trimestre. Deuxième trimestre, donc à partir de fin juin, qu'est-ce qu'on voit? Bien sûr, on a des résultats du premier trimestre, la chute brutale de la production donc, est confirmée. Le chômage a augmenté de façon dramatique, donc la situation économique était sérieuse, du point de vue économique. Donc les indicateurs financiers étaient plus ou moins sous contrôle, mais la situation économique du secteur réel était sérieuse. On a vu que le taux d'inflation a été sous contrôle, mais l'inflation restait modérée. Après la baisse au mois de janvier-février, il y a repris l'inflation, mais à des taux modérés, donc il n'y avait pas de risque d'inflation. Il n'y avait pas de risque de déflation non plus. La crise de liquidité a été contrôlée, donc elle a été gérée, elle a été contrôlée. On n'est pas dans une situation d'aggravation de la situation de la liquidité, comme on va le voir. Bien qu'elle reste tendue, elle est restée tendue. Enfin, on a remarqué que, cela lié avec ce que disait Hakim Hamoud tout à l'heure, la politique budgétaire qui avait prévu donc, un plan de relance, etc. En fait, la politique budgétaire n'a pas été effectivement au niveau de la relance qui était anticipée. Et donc, il y a beaucoup moins de relance effectivement que ce qui était prévu, qui était voulu. Et cela, bien sûr, veut dire que l'effort de la stimulation de la croissance devait tomber sur la politique monétaire beaucoup plus qu'autrement. Alors, étant donné ces conditions, l'objectif de la politique monétaire dans cette phase devait être plus agressif dans le sens où il fallait essayer d'utiliser plus la politique monétaire pour stimuler l'activité économique de façon directe. Ce n'est pas pour prévenir la chute, parce qu'on est passé de la protection de la crise d'effondrement, mais d'être une position plus active et de préparer donc les conditions monétaires pour une reprise d'investissement, mais bien sûr en ayant un œil sur la stabilité des prix qui devait continuer à être un objectif de la politique monétaire de la Banque centrale. Donc, chute de la production au premier semestre, nous l'avons vu déjà, c'est pas la peine d'attarder. Cela s'illustre, on le voit, par la chute de la production d'activité industrielle. Vous le voyez, le premier semestre, la chute brutale de l'indice de la production industrielle, la chute brutale du secteur, dans le secteur touristique, comme on le voit dans ce graphique différent, on voit la contraction dans cette toile d'araignée de l'activité touristique en 2011 comparé à 2010. Donc l'effondrement de la production et les difficultés économiques et les entreprises qui commençaient à avoir des difficultés à rembourser et à gérer leurs dettes, parce que pour différentes raisons. Nous avons une stabilisation de la situation de la baisse des réserves de change. À partir du mois de juin ou de juillet, on avait même vu une petite augmentation des réserves de change, et donc on a réduit la perte de liquidité qui provient de la perte des réserves de change. Et donc vous voyez, du point de vue le total des facteurs autonomes, il y a une stabilisation de la situation de liquidité. On revient à une situation où le besoin d'intervention de la Banque centrale en termes de liquidité était stabilisé. On n'avait plus besoin d'augmenter les interventions de la Banque centrale, et donc les besoins de liquidité étaient maîtrisés, si vous voulez, à ce point. Je vous ai dit que la politique budgétaire n'avait pas donné ce qu'elle devait faire en termes de relance. Et ceci est une façon de l'illustrer. Si vous regardez les dépenses publiques au moins par trimestre, si vous voulez, pour 3 mois, 6 mois, 9 mois,
vous voyez, le changement des dépenses publiques en 2011 par rapport au MIS est resté relativement faible, surtout le deuxième trimestre et même les 9 mois, le troisième trimestre est resté assez faible. Donc, l'effort de relance, si vous voulez, par la politique budgétaire est resté très modeste pendant l'année 2011, ce qui veut dire que c'est la politique monétaire qui devait substituer autant que possible à la politique budgétaire pour assurer la relance économique. Donc, la politique, je disais tout à l'heure, l'inflation est restée modérée jusqu'au mois d'août. Et donc, à partir du mois d'août, on commence à avoir une reprise des tensions inflationnistes. Je reviendrai là-dessus plus tard. Et donc, la politique monétaire, quoi? Donc, c'est là que la Banque centrale est intervenue pour réduire les taux d'intérêt. Une baisse à 2 reprises du taux directeur pour passer de 4,5 à 3,5, en vue de aussi réduire les coûts de financement des entreprises. Je reviendrai sur l'impact de cela, quelles sont les implications. Donc, mais on a réussi à réduire le taux de marché monétaire au moins 100 points. Et continuation donc, de la politique de soutien donc, de liquidité, mais à un rythme qui s'est stabilisé, si vous voulez, qui s'est stabilisé par rapport à la période précédente. Ensuite, ce qui est nouveau, c'est que bien que le volume de liquidité est resté relativement stabilisé, la composition a changé. On a commencé à essayer d'inciter les banques à obtenir la liquidité à des maturités plus longues. Parce que d'habitude, au début, les maturités de liquidité, c'était la semaine. Les facilités de crédit, de refinancement, c'était à une semaine. On a commencé à donner des possibilités de se financer à 1 mois, à 3 mois et même jusqu'à 3 mois. Donc ça permet de donner aux banques un peu plus de prévisibilité en matière de liquidité qu'elles pouvaient obtenir pendant cette période. Alors l'impact, bien sûr, de cela, immédiat, la baisse du taux directeur s'est traduite par une baisse des taux effectifs, qu'on appelle le taux effectif, que les banques appliquent à leurs clients. Et donc, ce n'est pas vrai, comme certains disaient pendant cette période, que c'est les banques qui allaient s'approprier cette baisse du taux de marché monétaire et qu'elles allaient continuer à charger leurs clients à un taux. Non, ce n'est pas vrai. En fait, la baisse du taux de marché monétaire s'est traduite par une baisse en moyenne de moins 668, la baisse de 100 points de base du taux de marché monétaire se traduisait par une baisse de au moins 600 points de base du taux effectif, etc. Et on estime que pour les entreprises, cela avait donné aux entreprises une économie d'à peu près 250 millions de dinars en termes de coûts de financement. Donc c'est une bouffée d'oxygène pour les entreprises et pour ceux qui empruntaient auprès des banques pour leur permettre d'améliorer leur structure financière et pouvoir résister à ce choc économique majeur. On voit ici que cette baisse du taux d'effectif d'intérêt, elle varie selon la typologie de produits financiers, des produits bancaires, que ce soit un crédit à moyen terme, un crédit à court terme, un découvert bancaire, etc. Donc, on a vu aussi qu'on a pu préserver l'accès des entreprises au crédit bancaire. C'est extrêmement que les banques continuent à fournir le crédit aux entreprises, le crédit aux particuliers. Et on a terminé l'année avec une augmentation du volume de crédit de 13%, un peu plus que 13,8% comparé à la fin 2010, malgré donc les contraintes de liquidité, avec la fuite de la liquidité, etc., avec le financement de la Banque centrale, l'amélioration des conditions de financement, etc., les banques ont pu continuer à augmenter leur intervention et leur financement des entreprises qui elles-mêmes étaient en phase de difficulté. Donc c'est extrêmement important que cela puisse continuer à avoir lieu. Donc c'est comme ça qu'on a terminé l'année 2011, donc avec grosso modo une préservation du système bancaire, à la fois dans sa sécurité, il a continué à fonctionner, mais aussi donc en intervention. Donc le système bancaire a continué malgré les difficultés, bien sûr avec un ralentissement du rythme du crédit bancaire par rapport à avant, aux années précédentes,
qui était, comme le disait Jean-Louis tout à l'heure, qui était peut-être arrivé, et 2010 est une année exceptionnelle, où le crédit bancaire a augmenté de 20%, c'était excessif. En fait, c'est là où on commençait à toucher peut-être des rendements de croissance de la croissance de l'intermédiation financière. Donc le système bancaire, etc. Je reviendrai sur l'impact sur l'économie réelle tout à l'heure. Donc, avec la fin de l'année, transition politique, vous savez, je ne reviendrai pas, apparition des prémices de reprise économique après une certaine pause et même une perte au 4e trimestre. On a eu une reprise au 3e trimestre, mais on a une perte de croissance. On a perdu ce momentum au 4e trimestre. Mais à partir du début de l'année 2012, on a commencé à avoir certains indicateurs à venir, le tourisme, la production industrielle, etc. Mais on a commencé à voir de plus en plus de tensions inflationnistes continues, qui ont commencé, comme je l'ai dit, au mois d'août, mais qui ont continué donc la fin de l'année, le début de l'année 2012. Les besoins du système bancaire en matière de liquidité continuaient, mais avec une stabilisation et avec le budget de 2012 qui était déjà lui-même plus expansif que celui de 2011 et l'anticipation d'un plan de relance encore plus important avec la loi de finances complémentaire laissait présager que la politique budgétaire allait être beaucoup plus active en 2012 qu'en 2011, ce qui veut dire qu'il y aura moins de pression pour la politique monétaire de jouer un rôle plus actif. Donc, l'objectif principal maintenant, avec le début 2012, c'est de concilier deux impératifs, en quelque sorte. Faire attention aux pressions inflationnistes qui commençaient à devenir excessives. Donc, le rôle principal de la politique monétaire, donc, de préserver la stabilité des prix. Mais de notre côté, ne pas entraver les prémices de croissance qui commençaient à émerger avec le début 2012. Donc, c'est ça la difficulté de la politique monétaire depuis début de l'année 2012. Donc, ici, vous voyez donc les prémices de retour de l'activité économique, donc l'indice de production industrielle en voie de reprise, le secteur touristique, donc le vert qui commence à reprendre, donc les prémices de reprise de l'activité touristique, bien que ça reste en deçà de 2010, qui est l'orange, la couleur orange, mais bien sûr c'est beaucoup plus large en tant que forme que celle de la rouge. La relative stabilité de l'impact des facteurs autonomes sur la liquidité continue à être maîtrisée parce que aussi les réserves de change ont pu être maîtrisées et même rester, et puis avec une flexibilité plus grande du taux de change qui a permis de maintenir la liquidité à ce point de vue-là. Ici, vous voyez l'inflation. Donc, je vous ai dit, à partir du mois d'août, on va commencer cette tension inflationniste. Elle a continué donc à partir du mois d'août et janvier, février, mars, avril de 2012, ces tensions. Bien sûr, il y a cet impact des prix des produits frais alimentaires, mais en fait, on a vu les prix, si on exclut les produits frais, que les produits administrés, les prix administrés, on voit que ce qu'on appelle core inflation, c'est-à-dire la tendance de base de l'inflation, on voit que cette tendance inflationniste continue à être persistante, bien qu'elle n'est pas, donc vous voyez ce qui est vert ici, ça représente cet indicateur important qui mesure la variable d'inflation qui est la plus pertinente pour la Banque centrale. Elle continue, bien sûr, elle n'est pas explosive, elle est loin d'être explosive, cette tension est persistante. Et on est à un rythme qui est autour de 4 et quelques pourcents, 4,5% à peu près sur la période passée. Donc cette tension inflationniste. Ici, l'investissement public, donc l'effet de plan de relance budgétaire était devenu assez évident, et donc l'industrie ici, je ne vais pas prendre d'en parler en plus de détails.
Et donc, politique monétaire. Donc, la gestion de la liquidité était devenue un peu plus mesurée, c'est-à-dire la fourniture de liquidité était plus sélective, était plus restrictive, un peu plus restrictive qu'elle ne l'était pendant la deuxième moitié de 2011. Et bien sûr, on a commencé à faire l'allongement des maturités. En même temps, comme je parlais tout à l'heure, on a continué à le faire de façon plus systématique en 2012. Alors, quel a été l'impact donc, étant donné la pression sur les liquidités, la fourniture avec plus de pression, donc, on a pu voir l'impact sur le taux de marché monétaire a pris, donc le taux de marché monétaire est devenu plus élevé que le taux d'intervention sur la banque centrale qui est de 3,5, et donc les tensions sur la liquidité sont restées plus vives, parce qu'on n'était plus disposé à fournir la liquidité de façon sans limite, si vous voulez. Et malgré cela, il y a eu maintien du rythme, bien que plus lent, d'accroissement du crédit. Les banques ont pu continuer à fournir du crédit aux entreprises comme un peu moins qu'en 2011, mais on est resté à un rythme de 11 à 12% pendant cette période. Bon, alors, donc ça c'est un survol très rapide. Je ne sais pas si j'ai pris beaucoup de temps. Ça nous ramène au sujet, à la question fondamentale. Tout ça, quelle a été l'efficacité pour obtenir l'impact sur les variables réelles qui sont d'un côté la croissance économique et d'un autre côté sur l'inflation. Donc ce sont les deux questions qui restent posées parce que l'impact dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est des impacts immédiats sur le taux de marché monétaire, sur le crédit, sur ça. Mais est-ce que cela s'est traduit par un impact sur l'économie réelle et quel a été l'impact sur l'inflation? Parce que c'est ça, finalement, ce qui est pertinent pour la politique monétaire en fin de compte. Alors, je voudrais faire quelques commentaires sur ces deux questions, la politique monétaire et la croissance et la politique monétaire et l'inflation. Pour moi, il est pratiquement évident que pendant la première moitié de 2011, la politique monétaire a eu un effet fondamental qui est d'éviter un credit crunch et un possible effondrement de l'économie. Je crois que cela est évident. On aurait pu avoir une situation économique beaucoup plus catastrophique que ça a été observé au premier trimestre. Ça, c'est évident. Je crois qu'on n'a pas besoin de le prouver de façon. La question, c'est de savoir, au-delà de ça, est-ce que la politique monétaire et surtout la baisse des taux d'intérêt, etc., ont permis à la croissance économique d'être plus élevée qu'est-ce qu'elle aurait pu être s'il n'y avait pas d'intervention active de la Banque centrale en termes de politique monétaire, que ce soit en matière de baisse des taux d'intérêt ou en matière d'augmentation de la croissance monétaire qui a été observée. Bien sûr, cela n'est pas facile. Pour répondre à la question, il faut avoir un modèle et construire un contre-factuel, etc. Parce qu'il ne faut pas juste regarder le résultat et dire la croissance économique a été négative, donc la politique monétaire n'a pas été efficace, ça n'a pas de sens. Il faut comparer à un scénario alternatif. Et quel aurait été ce scénario alternatif? Il n'y aurait pas de croissance monétaire telle que prévu, et que la liquidité bancaire était plus serrée, le taux d'intérêt du marché monétaire était plus élevé, etc. Bon, donc, nous n'avons pas ces instruments, nous avons les modèles sophistiqués de Zerkin. Cependant, je voudrais suggérer que, en fait, la politique monétaire a eu un impact significatif important sur la croissance économique. Au-delà de l'effet du premier semestre, qui a été d'éviter un effondrement de la croissance. Et je voudrais illustrer par 2 ou 3 choses. La croissance. Lorsque les observateurs, les analystes regardent l'impact, essaient d'évaluer l'impact de la politique monétaire sur la croissance, ils regardent, bon, voilà, la croissance a été
de moins 3,7 en premier trimestre, là, a été moins de 2,5 au deuxième, etc. Et donc, on a terminé l'année avec moins 1,8. Donc, la politique monétaire n'a pas aidé à faire une relance de l'activité économique et sauver la croissance. Je voudrais suggérer tout d'abord qu'une première façon de commencer à avancer dans la réflexion, c'est de prendre, et là je propose dans ce graphique, de prendre deux activités qui sont le secteur minier des phosphates et associés de chimiques, et de prendre le secteur touristique qui, dans la chute brutale pendant toute l'année, du premier, deuxième, troisième trimestre, quatrième trimestre, ne pouvait aucunement être influencé par la politique monétaire. Donc le secteur minier, c'est des perturbations sociales pures, et donc la politique monétaire n'avait aucune possibilité d'agir pour affecter les résultats. De même que le secteur touristique, c'était des perceptions concernant la confiance et la sécurité dans le pays, et donc cela, quelle que soit la politique. Donc si on enlève ces deux secteurs de la croissance du PIB, on a un PIB qui exclut ces deux secteurs, voilà la croissance, le schéma de croissance qui était. Donc après la chute brutale du premier trimestre, nous avons une croissance positive au deuxième, troisième, avec un ralentissement au quatrième trimestre. Déjà au deuxième trimestre, on est déjà au niveau du PIB hors tourisme et mine de 2010. Donc, avec le deuxième trimestre de 2011, on a récupéré le niveau équivalent. Donc, vous voyez, on est à zéro croissance au premier trimestre. Le bleu là, c'est les glissements annuels. Donc, au deuxième trimestre, le niveau de PIB hors tourisme et mine au deuxième trimestre 2011 était équivalent à celui de 2010. Donc, on a récupéré la perte qui a eu lieu au premier trimestre. Et ensuite, on a commencé à continuer à croître positivement, et vous voyez Donc, cela veut dire qu'en fait, si on mesure la croissance correctement pour évaluer l'impact de la politique monétaire, on voit qu'il y a eu un impact significatif sur la croissance économique. Pour justifier un peu plus cet argument, je vais vous montrer comment cela, par le canal de transmission du crédit. Parce qu'on peut voir cela, et lorsqu'on regarde la croissance du crédit pour le secteur de l'industrie et des services, vous voyez que, à part le mois de janvier, le crédit pour le secteur industriel a continué à augmenter de façon positive, tous les mois. Donc le crédit au secteur industriel, et vous voyez les barres bleues, il y a une croissance positive du crédit pour le secteur industriel de façon continue. Et le secteur industriel n'aurait pas pu continuer à croître aussi, comme on l'a vu, s'il n'y avait pas le crédit. Et la même chose pour les services. Autre chose, lorsqu'on regarde le crédit aux particuliers, et en particulier pour le secteur du logement, on a une croissance positive continue à partir du deuxième de février. Là, donc la courbe bleue montre que le crédit, le secteur bancaire a continué à financer le secteur du bâtiment. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez bien qu'il y avait une crainte majeure en début de l'année 2011 que le secteur du bâtiment tombe en effondrement total. Mais en fait, on a terminé l'année 2011 avec une situation où le secteur des bâtiments se comportait relativement bien, en fait. Et on le voit. Et là, on voit comment le financement par le secteur bancaire vers le secteur du logement a permis au secteur du logement de continuer à fonctionner et à produire et à livrer la production. Donc, pour moi, il est évident que ces quelques éléments, bien sûr, je n'ai pas construit un contre-factuel de façon scientifique, ça c'est votre travail, c'est de faire ça. Mais il y a des éléments qui nous laissent bien croire que la politique monétaire a joué un rôle significatif dans le maintien et même le renforcement de la croissance pendant cette période de transition difficile, etc. Donc, qu'en est-il de l'inflation? De nouveau, c'est évident que la politique monétaire a permis d'éviter une déflation, pas l'inflation, mais d'éviter la déflation et l'aggravation de la déflation. Et pendant la première moitié de l'année. Pour le reste,
à partir du deuxième trimestre, si vous voulez, et surtout du troisième trimestre, est-ce que la politique monétaire de la Banque centrale a été à la source de tensions inflationnistes à partir du mois d'août et de la continuation des mois des mois suivants et début de l'année. Alors sur ça, je voudrais dire deux ou trois remarques. Première chose, c'est que lier la reprise de l'inflation au mois d'août à la politique monétaire depuis le début de l'année serait contraire à tout ce que nous savons comme délai de transmission de la politique monétaire à l'inflation. Tout ce que nous savons sur les délais de transmission, c'est que ces délais-là sont relativement longs. Ils sont de 9 mois, une année à 18 mois. Et donc, il était impossible, pratiquement, d'après nos connaissances économiques, que la politique monétaire qui a été adoptée à partir de janvier, février, ou mars, ou avril, débouche 3 ou 5 ou 6 mois après à une poussée inflationniste aussi significative que l'on a. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Ceci étant, cette politique monétaire, elle n'a pas débouché sur une croissance monétaire excessive. En fait, la croissance de la masse monétaire et la croissance du crédit, comme je l'ai montré avant, en fait, c'est ralenti en 2011. C'est ralenti de façon significative par rapport à 2010, par rapport à 2009. Donc, en fait, bien que la baisse du taux d'intérêt, la force des taux de liquidité est significative, mais en fait, en fin de compte, cette politique a compensé les sources de liquidité qui venaient d'ailleurs, à savoir les pertes de réserve de change. Et donc, ce que la Banque centrale a fait, c'est substituer comme source de liquidité de base, si vous voulez, à d'autres sources, et que, en fin de compte, la croissance monétaire n'a pas augmenté aussi rapidement possible qu'on le laisse penser en regardant les variables de liquidité seulement. Alors, je vous laisse avec ce graphique. C'est le graphique, je ne sais pas si vous l'avez vu avant. Il y a un cycle de l'inflation qui est très, très étonnant. Il y a c'est en glissement annuel, donc le rouge, la courbe en rouge, c'est le cycle de l'inflation en glissement annuel, donc en comparant un mois avant. Et cette courbe-là, elle montre un cycle à peu près de 2 ans de l'inflation. Et comme vous voyez que vers le mois donc le milieu de l'année 2011, on était sur la partie ascendante du cycle. Et donc dire que la reprise de l'inflation en mois d'août soit liée à la politique monétaire de 2010 serait contraire à ce que laisse entendre cette courbe-là. Et que, en fait, cette reprise de tension inflationniste à partir du mois d'août est probablement due à quelque chose de plus fondamental, qui peut être lié à la politique monétaire, mais la politique monétaire d'avant depuis 2011. C'est un puzzle qui reste à élucider. Nous sommes en train d'essayer de découvrir cela. Est-ce que la politique monétaire elle-même, elle a ce cycle-là ou pas? Et quels sont les délais de transmission entre la politique monétaire et c'est quelque chose. Et par contre, on regarde qu'en moyenne, en 2011, on reste à peu près sur la moyenne des 4 ou 5 dernières années en matière d'inflation. Que l'on prenne le total d'inflation. Ce cycle biannuel de 2 années, en fait, on le trouve sur l'indice des prix de l'inflation globale, mais on le trouve aussi sur le prix. Surtout, il est encore plus accentué pour les produits frais. Produits alimentaires frais, il est encore plus évident. Mais même si on enlève les produits frais, on a ce même cycle continu à l'intérieur. Et donc cela laisse à penser que, en fait, les tensions inflationnistes que nous observons ces derniers mois sont probablement d'origine multiple, dont certaines sont cycliques, d'autres sont spécifiques comme le débat sur cette inflation, que ce soit le problème de la Libye ou des marchés, circuits de distribution, etc., qui ont entraîné un débat, mais qu'il est difficile de lier directement à la politique monétaire. Mais cela n'est pas pour dire que la politique monétaire va être sans impact sur l'inflation dans les mois qui viennent. En fait,
il faut aussi faire attention et bien se rendre compte que la politique monétaire, éventuellement à moyen terme, après une année et demie ou 2 années, aura un impact sur l'inflation, et donc il faut faire attention dans la politique monétaire pendant cette période-là pour qu'elle ne sorte pas un peu de certaines normes et de certaines pour éviter qu'elle ne devienne source de complications en matière d'inflation pendant la période suivante et pendant les mois suivants. Voilà ce que j'ai voulu vous dire et conclure en disant 2 ou 3 remarques rapides. La première, c'est que l'épreuve de 2011 a été difficile. Elle nous a appris que la politique monétaire n'est pas une science exacte, comme vous pouvez l'imaginer. Elle nous a permis de trouver sans caractère non mécanique. Il n'y a pas de recette à appliquer. Il faut travailler dur et essayer de comprendre ce qui se passe et réagir en conséquence. Il n'y a pas il y a beaucoup de jugements à faire à cette étape, surtout sur ce qui va se passer dans l'avenir. La politique monétaire est prospective essentiellement, ou elle ne l'est pas. La politique monétaire, à mon sens, d'après ce que j'ai essayé de vous dire, a joué un rôle crucial dans la préservation de la stabilité économique et financière pendant la période de cette période de transition, contrairement à ce que certains ont dit. Ce que j'ai essayé, que ce soit sur la croissance, sur la stabilité du prix, sur la préservation du système bancaire, la stabilité du système, etc. La politique monétaire doit être adaptée, comme je l'ai dit, à l'évolution de la situation économique et elle ne doit pas se figer dans des schémas rigides. Il faut s'adapter, si les conditions, les circonstances évoluent, il faut s'adapter et réagir avec eux. On ne peut pas dire qu'on peut adopter une politique monétaire ni pour une année, ni pour 2 années, ça dépend de l'évolution des indicateurs et des circonstances et adapter la politique. Finalement, et contrairement à ce qui est souvent dit, en fait, de facto, il y a une coordination entre la politique budgétaire et la politique monétaire. En fait, l'idée que la politique monétaire est dans un sens et la politique monétaire et le gouvernement sont dans un pirouette, c'est complètement contraire à la réalité. Et qu'en fait, la politique monétaire prend en considération ce qui se passe au niveau de la politique monétaire et vice-versa, et que c'est pris en considération, et que cela ne peut être qu'ainsi, ne doit être qu'ainsi, parce que finalement, la politique monétaire n'est qu'un aspect de la politique, économique, et doit être cohérente avec l'ensemble de ce que doit être la politique économique pour faire face à des difficultés du type et de l'ampleur que nous avons vécu pendant cette période de transition. Merci. Est-il possible d'inciter les épargnants à aller déposer leur argent pour l'épargne avec un taux presque brut à 2%, tout en sachant que le taux d'inflation est bien supérieur? Troisième chose, et j'ai lu tous les journaux depuis la Révolution, pourriez-vous nous dire exactement à peu près à quel niveau est le taux de croissance de la Tunisie? Et merci. Par définition, la politique monétaire est politique. Mais je pense que votre question, c'est est-ce que la politique monétaire peut être séparée de la politique en tant qu'activité qui est la lutte pour le pouvoir? Et la réponse sur ça, oui. La politique monétaire peut et doit être séparée de la lutte de court terme pour le pouvoir. Et c'est ça la signification de ce qu'on dit en matière d'indépendance de banque centrale, qui a pour objectif d'insuler la politique monétaire de l'activité politique quotidienne qui a comme objectif d'obtenir et de gérer, d'exercer le pouvoir. La politique monétaire a pour objectif de répondre aux problèmes économiques, comme je viens de le dire, aux problèmes économiques, des pressions de l'activité économique, des entreprises, etc. Dans ce sens-là, bien sûr, elle a un contenu politique dans le sens du terme qui est ce qui est pertinent pour le bien public. Ça, c'est... La deuxième question sur les taux d'intérêt négatifs réels, c'est une excellente remarque et qui pose problème.
Alors, du point de vue de la Banque centrale, les taux d'intérêt sont libres. Okay. La Banque centrale est intervenue à un certain moment, ponctuellement, pour plafonner les taux sur les dépôts à terme à 2%, qui a rendu. Mais cela n'empêche que même les taux d'intérêt qui sont libres sont négatifs en termes réels. Par exemple, les taux sur les certificats de dépôt ou les taux sur les comptes courants, etc. Mais ce que je peux vous dire, par contre, moi je suis de l'avis que une telle décision ne peut pas être de longue durée, elle est ponctuelle pour répondre à des contraintes ponctuelles, et que, à moyen terme, le taux d'intérêt sur les dépôts et pour financer l'épargne doit être positif en termes réels. Donc, cette situation est une situation exceptionnelle et qui ne peut pas être une politique de moyen terme, etc., sinon parce qu'elle serait contre-productive, etc. On n'a pas l'intention ni intérêt à revenir à la répression financière, bien que si j'entends Jean-Louis, je crois qu'il dirait que si vous arrivez à 80%, vous devez avoir peut-être des taux d'intérêt négatifs en termes réels pour réprimer. Je ne sais pas s'il dirait ça, mais c'est ce que je comprends de son papier, pour éviter que la croissance du crédit dépasse le seuil fatidique de 80 ou de 90%. Tous les chiffres que je viens de citer, ce n'est pas mes chiffres, c'est les chiffres de l'INS. Et jusqu'à nouvel ordre, l'INS est une institution qui est crédible et qui fait professionnellement son travail. Alors, ce que nous savons aujourd'hui en termes de croissance, le problème de taux de croissance, c'est qu'il y a plusieurs taux de croissance, il n'y en a pas un. Ça dépend de taux de croissance de quoi et comment vous le mesurez. Par exemple, pour 2011, les derniers chiffres que nous avons sur l'année 2011, comparé à 2010, le taux de croissance est de moins 1,8 sur l'ensemble de l'année. D'accord? Ça, c'est un chiffre. Ce chiffre, il n'est pas définitif. Parce qu'il peut, bien sûr, il y a des révisions éventuellement au fur et à mesure que les données sont. Mais ce chiffre de moins 1,8, il est le résultat de moins 3,7% au premier trimestre, moins 2,2% au troisième trimestre, lorsqu'on prend en glissement annuel. Par contre, si vous prenez le taux de croissance du deuxième trimestre de 2011 par rapport au premier trimestre de 2011, le taux de croissance est positif, il n'est pas négatif. Le troisième trimestre de 2011 par rapport au deuxième trimestre, le taux de croissance est négatif, est positif, il n'est pas négatif. Etc., etc. Donc, il y a des chiffres qui sont avancés en glissement annuel, qui veulent dire ce qu'ils veulent dire. Glissement annuel, c'est-à-dire on compare un trimestre d'une année au trimestre correspondant à l'année passée. Donc, c'est un taux de croissance annuel, parce qu'il est sur l'année. Il y a des taux de croissance qui sont trimestriels, c'est-à-dire d'un trimestre à l'autre, qui sont une autre signification. Le glissement annuel est de 4,8%, plus 4,8%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le niveau du PIB au premier trimestre 2012, comparé au niveau du PIB du premier trimestre 2011, est supérieur de 4,8%. Mais cette croissance de 4,8%, elle n'est pas le résultat de l'activité qui a eu lieu au premier trimestre 2012. Elle est le résultat de toute l'activité qui a eu lieu pendant toute la période du premier trimestre 2011 au premier trimestre 2012, c'est-à-dire de la croissance qui a eu lieu au deuxième trimestre, la croissance qui a eu lieu au troisième trimestre, au quatrième trimestre 2011 et du premier trimestre 2012. D'ailleurs, sur les 4,8% de croissance, la part qui revient au premier trimestre 2012 est de 1,2%. Et que 3,6% de cette croissance de 4,8%, elle provient de ce qui a eu lieu pendant l'année 2011, les 3 trimestres de 2011. Donc, ça dépend comment, il faut savoir ce que signifient ces chiffres-là et comment les lire. Et donc, on avance des chiffres annuels, on avance parfois des chiffres trimestriels, parfois on avance des chiffres glissement, et des chiffres annuels, et parfois on avance des chiffres glissement, des croissances. La même chose pour l'inflation.
Tout ce que je viens de dire s'applique au chiffre de l'inflation. Est-ce qu'on utilise un chiffre d'inflation en glissement annuel? Est-ce qu'on a un taux mensuel? Ou est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a? Ou une moyenne annuelle? Ou bien, tous ces chiffres-là peuvent être très différents en fait. Parce que vous pouvez être dans une situation où le glissement annuel est très élevé, mais le changement mensuel peut être dans le sens inverse complètement. Donc il n'y a pas, donc il faut tout simplement, ça c'est des statistiques, c'est comme ça. Parfois on leur fait dire ce qu'elles ne veulent pas dire. Et vous savez, on disait, l'un des fameux auteurs disait que les statistiques c'était la façon de mentir la plus scientifique, si vous voulez. Mais en fait, c'est une question de savoir comment lire et comment interpréter les chiffres et comment les utiliser. On reproche à la Banque centrale le manque de coordination, effectivement, entre la politique budgétaire et la politique monétaire. Enfin, le manque de coordination de la politique monétaire avec la politique budgétaire. Comment expliquez-vous cette question en cette phase caractérisée par des tensions politiques, effectivement? Il y a deux questions qui reviennent. La question de la politique monétaire, on dit qu'il n'y a pas de coordination de ce que fait la Banque centrale au niveau de politique monétaire avec la politique budgétaire. Je viens de dire que ce n'est pas vrai. Donc, dans la réalité, j'ai montré les chiffres et j'ai montré comment la politique monétaire a toujours coordonné. Les discussions entre les autorités de la politique budgétaire, qui est le ministère des Finances, et avec la Banque centrale sont continues, sont régulières et continues. Donc, de ce point de vue-là, cet aspect-là n'a pas de base réelle, n'a pas de base factuelle, si vous voulez, mais ce sont des idées qui sont lancées comme ça par certains. La deuxième chose sur laquelle la discussion, c'est la réforme du secteur bancaire. Et on reproche à la Banque centrale de ne pas faire suffisamment d'efforts. Et je dirais que c'est l'un des secteurs où, en fait, la réforme du secteur bancaire est un effort conjoint entre le ministère des Finances et la Banque centrale, en fait. Il ne peut pas être, la réforme du secteur bancaire ne peut pas être faite par la Banque centrale toute seule. Il faut que c'est une activité aussi qui concerne le gouvernement et qui concerne le ministère des Finances. Pourquoi cela? Pour plusieurs raisons. Parce que le ministère des Finances et le gouvernement sont responsables d'une grande partie du secteur bancaire qui est le secteur public. Et donc toute décision concernant ces entreprises et concernant leur réforme revient au secteur bancaire. Et deuxièmement, par la loi même, par la loi, le ministère des Finances a ce rôle. Vous savez qui c'est qui donne les licences de bancaires? C'est le ministre des Finances, ce n'est pas le gouverneur de la Banque centrale. Donc, dire que la Banque centrale ne fait pas son travail en matière de réforme du secteur bancaire est une question qui, en fait, ignore la réalité des choses et qui, en fait, la réponse est que, en fait, le travail qui est fait pour la réforme du secteur bancaire est un travail qui implique le gouvernement, qui implique le ministère des Finances, et ce travail est continu. Mais à quel niveau de votre métier est-ce que vous avez besoin d'être indépendant? On avait vu, vous avez modifié les taux de crédit, et on ne sait pas, on n'arrive pas à focaliser exactement le point où vous avez besoin de manifester votre indépendance. Et puis vous avez évoqué l'indépendance de la Banque centrale seule. Un de vos confrères économistes avait dit qu'on avait besoin d'élargir l'édifice de la Banque centrale vers les autres opérateurs qui interviennent dans la politique monétaire, qui sont les assureurs et les caisses d'assurance et les caisses de sécurité sociale. Est-ce que vous envisagez de les intégrer au package et de faire un Conseil national du crédit? Merci beaucoup. Les sociétés d'assurance n'ont rien à voir avec le crédit. Les sociétés d'assurance et l'assurance sociale, etc., ce sont des institutions qui ont des avoirs qu'ils peuvent déposer éventuellement dans le secteur bancaire. Ce sont des déposants. Ils ne rentrent pas dans le crédit, ils ne donnent pas des crédits. Donc ils ont des avoirs, ils sont des actifs. Ces actifs sont soit placés auprès des banques, soit passés sur le marché financier d'ailleurs. Et donc les mettre sous l'autorité du crédit, ils n'ont rien à voir avec le crédit.
Le crédit, c'est le monopole des établissements de crédit qui sont sous la supervision de la Banque centrale, c'est-à-dire les banques, les sociétés de leasing, etc. Donc, ils donnent du crédit, effectivement. Les sociétés d'assurance ne donnent pas de crédit. Pour moi, et je crois pour ceux qui travaillent sur ces questions-là, ce n'est pas une question qu'il faut l'avoir sur le long terme. Ce n'est pas une question de... Voilà. Elle provient de la chose suivante. Les conflits qui existent concernant ces banques centrales, c'est que la détermination de la politique monétaire en termes de taux d'intérêt, par exemple, de taux d'intérêt, il y a un conflit réel, c'est pas latent, entre l'intérêt du gouvernement et du ministère des Finances en tant que tel, de voir les taux d'intérêt étant le plus bas possible, parce que ça réduit le coût de la dette pour le ministère des Finances, pour le gouvernement. Et ce que peut exiger la situation économique du point de vue de la politique monétaire qui peut exiger des taux d'intérêt plus élevés. Souvent, le conflit, la question de la dépendance, c'est est-ce que la Banque centrale et la détermination de la politique doit répondre aux exigences seulement de ce que peut être l'intérêt immédiat du gouvernement et du ministère des Finances, ou bien cette décision doit être prise indépendamment, c'est-à-dire que la Banque centrale vient prendre en considération l'ensemble des facteurs, l'intérêt de l'État, mais l'intérêt des entreprises, l'intérêt des déposants, l'intérêt des banques, etc., pour décider de sa politique indépendamment. C'est ça l'idée fondamentale qui est derrière la question de l'indépendance de la Banque centrale. Comment l'institution de la Banque centrale, qui a ce rôle de supervision et de politique monétaire qui préserve la stabilité des prix et le système bancaire, doit éviter de... Voilà. Ceci étant, dans le dispositif actuel, et de l'indépendance notamment. Vous savez que dans le conseil d'administration de la Banque centrale, il y a 2 représentants de l'État, à savoir le ministère des Finances et d'autres établissements et d'autres institutions publiques. Ça veut dire que les intérêts de gouvernement, du ministère des Finances ou de la République sont représentés dans le Conseil actuel, présent. Et donc, cette coordination dont on parlait tout à l'heure, elle se fait déjà par l'existence de représentants du ministère des Finances, du ministère du Développement, du ministère de je ne sais pas quoi, dans les organes de décision de la Banque centrale. Donc, l'idée que la Banque centrale, elle travaille dans un vide et qu'elle est indépendante de quoi que ce soit, de tout et de... Et c'est de l'illusoire, c'est une vision de l'esprit qui n'est pas réelle. Le fait est que la Banque centrale prend en considération. Mais, sur le moyen terme, l'idée de l'indépendance, c'est de s'assurer que les décisions de politique monétaire et de supervision bancaire, comme vous pouvez le dire, soient indépendantes des intérêts politiques immédiats de court terme qui peuvent être imposés à la Banque centrale pour des bénéfices qui ne sont pas dans l'intérêt de moyen et de long terme, mais qui peuvent être dans l'intérêt politique de court terme. C'est ça l'idée fondamentale, rien de plus. C'est pour ça que je pense que c'est important de garder ça à l'esprit. Je voudrais tout d'abord apprécier la manière dont vous avez présenté la politique monétaire lorsque vous avez dit qu'elle n'est pas une science exacte. Je voudrais vous poser 2 questions. La première est relative à la politique que vous avez prise. C'est une politique qui a consisté à renflouer le système productif pour lui permettre d'aller de l'avant. N'avez-vous pas pris énormément de risques en exposant le secteur bancaire à des impayés? Je pense qu'au cours de cette première période, votre politique monétaire a convergé avec celle d'une relance, celle des gouvernants, quels qu'ils aient été, les précédents gouvernements, le gouvernement actuel. Je pense donc que de ce point de vue, si j'étais gouvernant, j'aurais à vous remercier parce que vous m'avez permis de maintenir un système de production que vous avez protégé en prenant vous-même de grands risques. Je voudrais que vous confirmiez ou non mon intuition.
Maintenant, revenons au thème de cette séance. Le thème de cette séance, c'est les marges de manœuvre des politiques publiques. Nous avons eu 3 exposés et moi je trouve qu'ils convergent tous les 3. Le premier, too much finance, c'est-à-dire que, bon, probablement la politique monétaire de facilitation que vous avez engagée serait peut-être en train d'atteindre ses limites. Nous avons eu ensuite l'exposé de Hakim El Hamouda qui dit que les politiques monétaires ont leur temps et que ce temps est limité. Il faut qu'elles soient accompagnées ou il faut qu'elles soient remplacées par des politiques budgétaires. Et la conclusion à laquelle il est parvenu, Hakim, c'est de dire que même la politique budgétaire ne serait pas suffisante. Il faut qu'il y ait autre chose, c'est la relance de l'investissement privé et le passage à un autre modèle de développement. Maintenant, vous, monsieur le gouverneur, vous avez mené une politique, vous avez usé de cette politique monétaire pour amortir le choc. Maintenant, est-ce que, la question qui est posée, y a-t-il encore place pour une politique monétaire étant donné que nous sommes en situation de tension inflationniste, nous sommes en situation au cours de laquelle les banques sont en train d'être confrontées à des risques beaucoup plus graves. 3, nous avons des comptes extérieurs, des réserves en devises qui sont en train de baisser. Et les tendances du mois de mars, d'avril et de mai confirment une détérioration de la balance courante. Structurellement, nous devrions aller vers une baisse de plus en plus notable de nos réserves en devises. Ma question, monsieur le gouverneur, n'êtes-vous pas contraint à freiner votre politique monétaire parce qu'il y a autre chose et parce que vous ne pouvez pas aller plus loin? Dernière question. Et si, c'est la dernière, et si on tombait en dessous de 90 jours de réserve en devises, que devrait faire la politique monétaire? Merci Mahmoud, ce sont d'excellentes questions et elles font partie du cœur du sujet. Est-ce que la Banque centrale ou la politique monétaire n'a pas pris trop de risques en soutenant le secteur bancaire et par-delà le secteur bancaire, le secteur réel pour pendant cette phase, parce que c'est une bonne question, bien sûr. Mais moi, je dirais, bien sûr, il y a toujours, dans n'importe quelle action qu'on prend, il y a un risque. Et la question de savoir, lorsque vous prenez une telle décision, où se situe le risque le plus grave. Et donc, lorsque vous avez un bateau qui coule, qui risque de couler, vous avez un moteur, est-ce que vous dites, je vais laisser ce moteur à l'arrêt et peut-être couler, ou bien je vais faire marcher le moteur pour éviter que le bateau coule et que je puisse éventuellement arriver à sauver les gens. Le choc qui a eu lieu, que les entreprises qui étaient saines, les entreprises qui, avant le choc de la révolution, qui a entraîné des difficultés des entreprises, soit pour des raisons de sécurité ou bien de faire du marché touristique ou du marché intérieur ou l'exportation, qui sont soumises à ce choc, ne soient pas perdues en tant que capacité de production pour le pays. C'était important, fondamental. Et donc, j'en ai pas parlé tellement, mais cela, c'est la politique monétaire, mais on a utilisé d'autres instruments qui sont la politique prudentielle. Des règles prudentielles. On a permis aux banques, pour ces entreprises-là, de restructurer, de consolider leurs dettes si elles étaient des entreprises qui étaient en bonne santé avant, mais qui, elles, sont temporairement en difficulté, de pouvoir consolider leurs dettes et leur permettre de passer par la phase
transitoire, difficile, le temps qu'elles reprennent la croissance. Et donc ça est une incitation supplémentaire qui est cohérente avec la politique monétaire. Donc il y a plus que ça en fait. Bien sûr qu'on a pris un risque. Risque que les entreprises en question qui sont en difficulté restent en difficulté, qu'elles deviennent, etc. C'est pour ça que cette mesure-là est une mesure transitoire pour l'année 2011 seulement. Et c'est pour cela que nous avons fait une autre mesure prudentielle à la fin de l'année, au début de l'année 2012, pour demander aux banques de faire des provisions générales supplémentaires pour couvrir ce risque potentiel. D'accord ? Donc, ce n'est pas seulement qu'on prend ce risque, mais aussi on prend des mesures pour se préserver contre ce risque, pour le secteur bancaire, etc. Donc, parce que si ce risque se matérialise et que le portefeuille des banques s'aggrave et que les banques se trouvent dans cette situation, ce serait dommage, ce serait grave. Et donc, on a pris un certain nombre de mesures complémentaires pour se prémunir contre ce risque du point de vue stabilité du système et du point de vue protection de la solidité du secteur bancaire. D'accord ? Donc ça, c'est la première question. Bon, l'autre série de questions, c'est beaucoup plus difficile. Les marges de manœuvre. C'est essentiellement les marges de manœuvre. Je prendrai par la question à la fin concernant les réserves de change, etc. Bien sûr, si les réserves de change venaient à baisser au-dessous d'un certain seuil, la solution, le problème n'est pas les réserves, n'est pas la politique monétaire. La politique, dans ce cas-là, c'est la politique de change, c'est la politique d'endettement, c'est la politique de financement de l'extérieur, etc. Donc ce sont d'autres variables qui doivent rentrer en considération, bien sûr qui vont conditionner la politique monétaire éventuellement, parce que le régime de taux de change et de réserve de change ont des implications sur la capacité de la politique monétaire de bouger, et quelles sont les marges de manœuvre de la politique monétaire. Donc bien sûr c'est un problème. Vous avez parlé de risque, c'est-à-dire le déficit courant a augmenté en 2012, pendant les mois etc. C'est vrai. Les derniers chiffres, jusqu'à la fin du mois de mai, on est à un déficit courant de 4% sur l'année, sur les 5 mois. 5 mois de 2011, le déficit courant de la balance de paiement estimé, c'est-à-dire normalement, on est à 4%. C'est élevé, c'est très élevé. Mais je dois dire que cela ne s'est pas traduit par une perte de réserve de change importante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une compensation en partie par les financements d'investissements directs étrangers. Il y a une partie de ce déficit significatif qui a pu être financée par l'investissement direct étranger qui a eu lieu pendant cette période, qui a compensé. Ce qui fait que, en fait, pour la balance globale, qui a un effet sur les réserves de change, les réserves de change restent à peu près stables pour le moment. Elles ne sont pas affectées de façon significative. Et pour consolider ces réserves de change, c'est pour ça qu'on est en train de travailler sur des mobilisations de ressources extérieures supplémentaires de financement pour améliorer ces réserves de change pendant la période future et éventuellement, et pour faire face à ce déficit courant si le financement direct étranger ne continue pas ou n'est pas. Donc on doit prendre des mesures anticipatoires pour mobiliser plus de financement de dette pour conforter notre position de réserve de change, même si dans le cas où les investissements directs ne sont pas au rendez-vous pour financer ce déficit et pour nous donner des marges de manœuvre en termes de politique monétaire. Et le système bancaire, est-ce qu'on n'est pas à la limite de ce que peut faire la politique budgétaire? Bien sûr, c'est la question que l'on se pose tous les jours, ça c'est le travail. Le conseil d'administration de la Banque centrale, chaque mois qui se réunit, c'est cette question-là qui est au cœur de ces débats. Et bien sûr, il n'y a pas, il n'y a pas de réponse à l'avance. Ce sont des questions qui sont étudiées en fonction de tous les... Et c'est ça le message que j'ai voulu vous donner ici, c'est que il n'y a pas, on ne peut pas définir une politique monétaire à l'avance et dire voilà, ça va être comme ça jusqu'à la fin de l'année. Ça serait tout simplement erroné du point de vue méthodologique.
et ça serait contre-productif. Et donc, on suit de très près. C'est pour ça qu'on suit les questions, on est en train de regarder l'historique de l'inflation, parce qu'il y a peu de travail analytique qui a été fait sur ces questions-là en Tunisie, et à la Banque centrale aussi. Et donc, on est en train de revoir les données, d'analyser, etc., pour comprendre ces mécanismes de transmission, des causes de l'inflation, quels sont les facteurs, la politique monétaire, la politique de change, l'impact de la politique de change, l'impact du taux d'intérêt sur la liquidité, sur la demande de liquidité, sur les dépôts, sur les... tout ça, c'est un travail qui en est juste au début. Mais dans tous les cas, ce qui est clair, c'est que la continuation des tensions inflationnistes dont j'ai parlé tout à l'heure, elle nous donne si vous voulez, soulève un risque qu'il faut prendre en considération, qu'il faut internaliser et prendre en considération dans les décisions de politique monétaire qui vont suivre dans les mois qui suivent. Ça, c'est sûr, c'est extrêmement important. Et bien sûr, la situation du secteur bancaire et la qualité du portefeuille des banques, etc. Et le degré de reprise économique, etc. Et le degré de politique budgétaire, d'exécution de politique monétaire. Tous ces facteurs-là doivent être pris en considération au fur et à mesure qu'on décide de la politique monétaire pendant la période qui vient. Donc, ce que tu dis est tout à fait valable, et c'est le travail, c'est notre travail, si vous voulez, c'est ça ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on est payé pour ça. Merci, alors voilà.